se retrouve ce jour, ici, comme d'habitude, sur ProInfo, www.proinfo.net. On se retrouve parce que nous devons échanger. C'est ici qu'on échange. C'est ici qu'on informe objectivement. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'Est, l'insécurité à l'Est, la nécessité de retrouver la paix à l'Est. Pourquoi nous évoquons cette question aujourd'hui? Parce que vous aviez suivi, il y a quelques mois passés, le chef de l'État était en contact avec d'autres pays africains habitant l'Est pour que on compose les militaires, on compose les forces pour traquer les forces négatives. Dans le cas d'espèce, les forces négatives sont le M23, les forces négatives sont les CADECO, les forces négatives sont les autres groupes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le groupe qui indisponibilise plus sur les Congolais à ce jour, c'est le M23. Pourquoi? Parce que le M23 occupe une partie des terres de la République démocratique du Congo. Qui compose le M23? Ce débat, nous l'avons eu également dans le passé. Mais le chef de l'État nous a démontré ici, de point de vue finalement appuyé par certains experts de l'ONU, que le M23 est composé de sujets rwandais. Et donc, de ce point de vue-là, ça devient une agression sur la République démocratique du Congo. Donc, substantiellement, c'est le Rwanda qui occupe certaines parties de nos terres ici au pays. Maintenant, il faut conjuguer les efforts avec d'autres forces des pays habitant la partie est de l'Afrique pour que finalement, on les traque. Les contacts ont été pris. Les déploiements ont été faits. Nous avions vu l'entrée des militaires burundais. Nous avions eu l'entrée des militaires burundais. Nous avions vu l'entrée des militaires kenyans. Il restait maintenant des Ougandais qu'on ne sait plus faire confiance. Le Rwanda a été exclu. Telle a été la volonté des autorités de la République démocratique du Congo. On va les traquer. Mais il y a une réflexion à dégager. Maintenant qu'on veut les traquer, j'ai suivi nos frères de Nord Kivu dire: nous ne comprenons pas depuis longtemps, Bunagana a toujours occupé, nous allons faire des marches pour interpeller l'autorité, ici précisément le chef de l'État, à comprendre qu'il faut qu'on attaque rapidement le M23 qui occupe Bunagana. Alors moi je m'interroge, pourquoi simplement maintenant, au moment où vous comprenez déjà que on est en train maintenant de se réorganiser pour qu'on attaque Bunagana? Pourquoi vous voulez éveiller les consciences de ceux-là? Pourquoi sonner l'alarme à cet instant? Y a-t-il une certaine complicité? Vous voulez les réveiller pour qu'ils comprennent que maintenant l'opération vient commencer? Ce sont des petites questions que moi je me suis posées. Mais sinon, l'information est telle que le chef de l'État a déjà donné le go. Parce que ces militaires sont venus à la République démocratique du Congo. Le go maintenant, c'est qu'il est temps, après avoir étudié le lien, après avoir compris les contours, maintenant ils peuvent passer en action. Ils vont maintenant commencer l'affrontement. D'un côté, il y a ces forces-là. De l'autre côté, il faut comprendre que les FARDC également s'engagent à récupérer la partie de notre pays. Ici, nous voulons informer qu'au moment où on se prépare, à partir de cette déclaration de nos frères de Nord Kivu, que je suspecte, finalement, c'est le Rwanda qui déploie maintenant ses militaires à l'intérieur de son pays, bien sûr, pour sécuriser ses frontières. Là, c'est la peur. Et donc, ici, il y a un engagement. Ici, la République démocratique du Congo, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, malheureusement, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a le Soudan, avec engagement de traquer les rebelles. Mais simplement, il y a encore beaucoup d'autres réflexions qui taraudent mon esprit. Quand je prends le cas du Soudan, vous allez à Haute-Uélé. Nos frontières avec le Soudan,
Nous avons les Mbororo et d'autres qui sont de l'autre côté. Quand vous échangez avec les autorités, ils vous informent sur les incursions des Soudanais sur le sol congolais. Est-ce que ces Soudanais, lorsqu'ils vont venir ou lorsqu'ils sont venus, ils ont la seule intention d'aider la République démocratique du Congo ou en même temps, ils vont chercher à comprendre la géographie de notre pays pour que ça facilite leurs entrées, leurs incursions de l'autre côté? Autant de questions on peut se poser. Parce qu'hier, on s'est posé des questions sur à quel niveau ils vont s'interposer. Mais on a eu des explications. Mais je crois qu'ils vont mutualiser les efforts pour que finalement, ils traquent clairement ici le M23. L'attente de tout Congolais à ce jour est de voir ces forces effectivement traquer le M23. Le lien qui l'occupe est connu, c'est le Bunagana. Les FARDC ne sont pas loin de Bunagana. C'est à vingtaine de kilomètres de Bunagana. Sinon à 15 kilomètres, je crois, de Bunagana. C'est question maintenant de se mettre ensemble avec les FARDC et arriver à Bunagana dans 2 jours. On résout le problème. J'attends aussi le discours du chef de l'État qui doit se déplacer d'ici quelques jours pour la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Son discours, sûrement, il va revenir sur ça. Les forces qui sont déployées en République démocratique du Congo. L'engagement de la République démocratique du Congo. Et l'agression du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Je sais, moi-même, je serai dans la salle aux Nations unies. Nous allons suivre ce discours du chef de l'État. Nous attendons ça, clairement qu'il va le dire, dans des termes clairs, parce que il n'y a plus à cacher, c'est visible aujourd'hui, tout le monde comprend ce qui se passe à l'Est. Mais simplement, on m'interpelle de temps en temps. Les gens me disent, mais Pascal, pourquoi vous revenez sur l'agression comme des petits-enfants qui pleurent face à leur maître? Si le Rwanda vous agresse, pourquoi vous ne pouvez pas aussi agresser le Rwanda? Je réponds humblement, laissons le temps au temps. Chaque chose a son temps. Je m'en souviens à l'époque, c'est avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il disait, la guerre sera longue et populaire. Et la guerre va retourner de là où elle a commencé. C'est que le Rwanda a sémé. Je parie qu'il sera le premier à le récolter. Parce que les Congolais aujourd'hui, surtout les enfants qui naissent dans ces conflits, ne verront pas le Rwanda comme pays voisin ami. Continuera à voir le Rwanda comme pays voisin ennemi. Dans ces conditions-là, c'est le Rwanda qui va payer les pots cassés. Paul Kagame va passer, selon la pensée d'Héraclite de Fès, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ceux qui viendront dans leur logique. Mais ce qu'il aura semé, si pas lui directement qui va récolter, c'est sa progéniture, c'est les autres Rwandais qui vont récolter ce que Paul Kagame est en train de semer. Et donc, ici, non seulement que le vœu est là, c'est clair, on veut rapidement que le M23 quitte nos terres et parte. Mais il faut des stratégies pour que cela ne se reproduise plus. Parce que nous devons rappeler, ce n'est pas au premier coup d'occuper une partie de la République démocratique du Congo. En 2012, toujours le M23 est entré jusqu'à Goma. Ils ont commencé par Bunagana, toujours Bunagana. Je vois comment nos frères et sœurs, ce côté-là, souffrent. Imaginez à chaque fois, il y a des militaires étrangers qui sont sur vos sols, vous chassez, vous fouillez, quelques jours vous rentrez, vous cohabitez avec eux, et demain c'est vos militaires qui récupèrent, mais ils passent quelle vie? À l'époque, ils ont récupéré Bunagana. De Bunagana, ils sont allés jusqu'à Goma. Ils sont partis, ils sont revenus. Donc cette fois-ci, il faudrait que les opérations soient plus conséquentes. D'un côté, il y a l'action diplomatique, parce que c'est qu'on ne savait pas dire à haute voix hier. Aujourd'hui, on le dit à haute voix. L'agression du Rwanda. Et approuvé par ceux-là qui doutaient hier. Ici, je veux parler de l'ONU. Mais de l'autre côté aussi, il y a la pression militaire
avec la détermination des FARDC, une fois qu'ils vont quitter nos terres, qu'ils ne reviennent plus, qu'ils n'osent plus, qu'ils trouvent la République démocratique du Congo bien assise. Et nous devons le dire, si hier, on n'était pas correctement assis, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'infiltration. Infiltration parce que même ceux qui dirigeaient le pays à partir d'ici étaient à un certain moment complaisants. Les rapports de l'ONU existent. Des généraux qui faisaient ce trafic-là. Des généraux complices. Des officiers militaires complices. Ils trahissaient le pays comme ça. À ce jour, je ne pense pas que ces opérations-là sont encore possibles. Oui, il y a certaines personnes qui sont encore là. Mais ils commencent à avoir peur. Et donc ici, il faudrait que, lorsqu'on va les déloger de Bunagana, qu'on les traque très sérieusement partout où ils iront, pour qu'ils n'aient plus la force de se réorganiser, une fois de plus venir encore attaquer la République du Congo comme ils ont l'habitude. Nous espérons que ce sera un coup qui sera fatal et déterminant pour la réorganisation de l'État congolais, pour sécuriser ses frontières, surtout de l'Est, qui sont accessibles par tout individu, simplement parce qu'on a désactivé les services qui pouvaient veiller sur les entrées et les sorties des Congolais et des étrangers. Nous veillons sur cette question. Et c'est comme ça que nous saluons en même temps, ici, la tournée que fait Vital Kamerhe, intitulée Démocratie du Congo. Les premiers responsables, c'est nous-mêmes. C'est les fils du pays qui composent avec ces étrangers-là. Quand vous allez au M23, vous allez trouver certains Congolais qui sont là. Vous allez vous poser la question, mais vous voyez, vous connaissez le plan contre votre pays, mais pourquoi vous êtes là? Et la majorité de ces Congolais, quand vous posez la question, ils sont de l'Est. Ils sont de l'Est. Et donc, nous sommes les premiers responsables. Prendre l'initiative d'une telle tournée pour décourager, pour prêcher la paix, pour prêcher le patriotisme, c'est encourageant, je dis, il faut continuer. Mais après avoir passé le message, il faut penser à un cadre d'échange entre les fils et filles du pays, sinon spécialement habitant la partie Est, pour que les gens se parlent sincèrement. Ces cadres, nous les avions eus par le passé. Dans le passé, nous connaissons comment les choses se passaient, parce que nous avons parlé ici des trahisons. Mais ce jour où les choses semblent être claires, je pense que ce cadre-là permettra que les gens se disent la vérité, que les gens se découragent. S'il faut citer les noms, qu'on cite les noms, qu'on les traque définitivement pour qu'on recherche la paix définitive dans cette partie de l'Est. C'est le souhait de tout Congolais. Et donc ici, M. Vital Kamerhe, vous avez mes encouragements. Vous êtes à Goma, vous allez quitter Goma, sûrement que vous irez à Kindu. De Kindu, je souhaite que vous soyez à Bandundu. Pourquoi moi je parle de Bandundu? Les mêmes actes qu'on pose en termes de tuerie dans la partie Est, c'est ce que nous commençons à connaître ici à Kwamutu. Kwamutu, vers Bandunduville. Le conflit entre les Yaka et les Teke. J'ai été à Kwamutu, j'ai été à Kenge, j'ai accompagné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Daniel Asselokito Ankoy. Plus qu'engagé. Mais on a entendu des choses, on a vu des choses. Nous disons, on a entendu des choses, on a vu les choses. Les gens parlent d'une quelconque main noire. C'est fort possible. Parce que lorsque vous regardez comment on tue les gens, c'est les mêmes pratiques qui se font à l'est du pays. On met la machette par le nuque. On coupe la personne. Et ça sont des pratiques souvent que nous voyons à l'est de la République. C'est comme ça que les gens disent, il y a probablement main noire. Ce conflit-là, il doit perdurer jusqu'à quand? Quand vous suivez les déclarations des Teke, parce que lorsque nous étions à Kwamutu,
on n'a eu que le point de vue des Téké. Quand vous les entendez parler, vous sentez non seulement qu'ils défendent leur terre, mais le non-dit, c'est qu'il y a les hommes politiques derrière. Demain, c'est les élections. Vous allez chez les Yaka, parce que nous avons été à Kenge, toujours avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Là aussi, ils prennent fait et cause pour leurs frères. Qui sont là? Au moment où ils reconnaissent qu'ils se sont déplacés pour aller travailler là. Ils se présentent comme des victimes. Là aussi, on parle d'une probable main noire. Mais quand je vis certains officiers là-bas, je me dis, non, on doit refaire les choses. Non. Il y a certaines choses qui nécessitent aujourd'hui qu'on les corrige avec courage, sincèrement. Surtout la nomination, la mise en place de l'armée comme de la police. Il faut les faire avec courage. Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit envoyer partout. Non. On ne peut pas envoyer n'importe qui partout. On ne peut pas. Les Yaka mettent au monde massivement. Les Téké ne mettent pas beaucoup au monde. Les Yaka sont nombreux, les Téké ne sont pas très nombreux. Chez les Yaka, vers les Kenge, il n'y a pas assez de forêts. L'agriculture pose problème et les gens, ils migrent, vont jusqu'à Kwamutu, chez leurs frères Téké, et pour travailler. Depuis toujours, ils ont toujours été ensemble. Jamais un problème. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes entre ces deux communautés? Il faut augmenter des redevances coutumières parce que les terres sont envahies par les Yaka. Et lorsqu'on augmente, les Yaka mécontents, ils vont chercher à protester. En protestant, c'est un affrontement. Et les Yaka vont commencer maintenant à tuer ces chefs coutumiers qui augmentaient des redevances minières et imposer maintenant les leurs, les Téké aussi refusés. Et voilà, tu es parti. Mais lorsque vous analysez leurs faits, demain c'est les élections. Nous ne sommes pas nombreux parce que les Yaka sont venus, ils sont nombreux. Nous irons aux élections. On risque d'avoir des députés Yaka. Et nous risquons maintenant de ne pas être élus. Il faut pousser maintenant la population à chasser les Yaka. Ça, personnellement, j'ai connu aussi à Lubumbashi, lorsque nous sommes allés participer à la conférence intercommunautaire entre l'espace Grand Kasaï et Grand Katanga. Les Katangais ont peur des Kasaïens. Au-delà de leur comportement, au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est que si on va aux élections, dans ces conditions où les Kasaïens sont plus nombreux aujourd'hui au Katanga, on aura beaucoup de députés, surtout au niveau provincial, Kasaïens, qui avec une autre conséquence, un jour voir un Kasaïen être élu gouverneur parce qu'il serait appuyé par d'autres députés Kasaïens, d'autres députés provinciaux Kasaïens. Ça, c'est la peur des Katangais. Et cette peur-là, je l'ai sentie aussi chez les Téké, qui voient les Yaka venir massivement. Peuple Yaka, c'est un peuple guerrier. Peuple Téké, c'est un peuple pacifique. Peuple Téké n'a pas de problème, souvent. Yaka, c'est un guerrier. Même quand nous lisons l'histoire. Et dans ces affrontements, c'est les Yaka qui marchent plus sur les Téké. Parce que les Yaka sont des guerriers. Mais ils marchent sur les Téké, sur leur terre. Lorsqu'il faut voir le nombre de morts, et lorsqu'on parvient à tuer les militaires et les policiers, nous devons prendre ça au sérieux parce que c'est à la porte de Kinshasa ici. À quelques mètres de Kinshasa. Peut-être que les gens ne connaissent pas Kwamutu. Kwamutu, c'est juste quand vous dépassez Maluku. La partie là, c'est Kwamutu. Kenge, c'est juste quand vous dépassez la rivière Maïndombe. Vous êtes à Kenge, c'est la province de Kwango. Juste quand vous dépassez la rivière Maïndombe, c'est Kwango qui commence. Et donc, les deux portes de l'entrée à Kinshasa, nous devons être très conséquents. Très, très conséquents de ce point de vue-là.